Quake 2 est de l'avis de beaucoup l'épisode qui a le moins bien vieilli. Il appartient déjà à l'époque de la deuxième génération de cartes graphiques, dont la Voodoo 2, et les textures en basse résolution et le lissage baveux n'arrangent rien au problème du format 4/3. Le feeling des combats a aussi pas mal été critiqué comme étant mou par rapport au premier épisode. C'est devenu de plus en plus flagrant au fur et à mesure que le jeu vieillissait. Bref, si un FPS de cette période méritait un petit lifting, c'est celui-ci. Bethesda et id Software semblaient de cet avis, puisqu'ils se sont associés à Night Dive Studio, les génies du remaster, pour nous proposer une version modernisée. Nouvelles textures, nouveaux modèles, nouveaux effets, et toute une pléthore de nouvelles options de contrôle et de confort sont au rendez-vous. Mais est-ce que c'est suffisant pour remettre cet épisode au goût du jour ? Évidemment, on assure les bases avec des résolutions modernes adaptées aux écrans 16:9 allant jusqu'à 4K. On donne aussi aux joueurs le choix entre des textures lissées ou non. J'ai jamais aimé le lissage sur des textures en aussi basse résolution, donc j'ai opté pour des bons gros pixels bien croustillants sur cette partie. Mais pour ceux qui veulent s'approcher du rendu de l'époque, c'est une option. Dans tous les cas, les décors sont à présent éclairés par des lumières dynamiques. Pas de ray tracing, mais une diffusion en temps réel à l'ancienne, bien plus adaptée à l'esthétique du jeu. Et le rendu est franchement bluffant, ça rend le jeu, habituellement bien terne, tellement plus vibrant. Surtout que les modèles des ennemis et le vôtre projettent des ombres. Au-delà de ces éléments techniques, les développeurs ont aussi fourni un gros travail artistique en recréant les modèles et les textures de tous les monstres et de toutes les armes. Ils avaient déjà fait ça avec le remaster du premier épisode et restent ici exactement dans la même démarche. Retravailler les modèles, les textures et les contrastes juste assez pour les rendre plaisants aux joueurs modernes, mais en évitant à tout prix de les dénaturer. Je vous mets un lien vers une vidéo comparative complète assez bluffante. Les armes ont droit à une petite touche supplémentaire. L'ajout d'un effet de feu de bouche. Oui, feu de bouche. Des fois, on apprend des mots en écrivant un script. Le design des armes de Quake 2 a toujours été un amalgame fascinant d'éléments familiers et atypiques à la limite du fonctionnel. Il a en revanche toujours manqué ce petit détail qui devait les ancrer dans le monde, et c'est maintenant réparé. L'interface des menus aussi a eu droit à un sérieux lifting, mais si ça la rend infiniment plus agréable à parcourir, je suis plus sceptique sur son rendu. Je trouve ça trop moderne, trop lisse, et je pense que c'est vraiment à côté de la plaque. Au final, les visuels du remaster réussissent, je pense, à nettoyer en profondeur un jeu vieillot, et même à le rendre franchement beau par moments, pour peu qu'on soit sensible à son esthétique. Perso, je trouve que l'aspect cubique du jeu colle très bien au monde des Strogg, créatures industrieuses faisant fi de la morale pour baser l'entièreté de leur société sur l'efficacité. Même si ça signifie des décors qui, effectivement, manquent de variété. Les monstres représentent aussi bien cette idée avec leurs morceaux de chair mêlés à l'acier dans des formes grotesques mais fonctionnelles. Bon, par contre, quand les Strogg ont transformé les femmes en machines de guerre, ils se sont bien mis d'accord sur le fait que garder leurs nichons et les gonfler au silicone les rendrait beaucoup plus efficaces. Vous aurez remarqué que les animations sont pas mal dépassées, à la fois un peu molles et totalement exagérées, et ça, le remaster n'y fait rien. Mais ça a son charme et ça fait partie de l'ADN du jeu. À l'époque, elles impressionnaient par contre. Certains ennemis avaient plusieurs animations de mort, dont de petites feintes qu'on oublie encore parfois après 5 heures de jeu. Quel plaisir de pouvoir profiter de la musique absolument géniale de Sonic Mayhem, à mi-chemin entre le hard rock et le metal industriel. Depuis toujours, la version dématérialisée qui était jusque-là disponible à l'achat ne jouait pas cette musique. Apparemment pour un ensemble de questions techniques et légales, il fallait passer par des téléchargements et des modifications de fichiers pour la réintégrer de façon tout sauf officielle. Tout ça c'est fini, la musique est maintenant intégrée au jeu de base et c'est tant mieux, parce que la BO fait partie intégrante de l'expérience Quake 2.
Sans elle, tout paraît vide, et ce ne sont pas les effets sonores bien chunky mais un peu faiblards des armes qui compenseraient l'absence de musique. C'est pas bien grave, les sons restent bons et totalement dans l'ambiance indus du titre, tout comme les bruits mécaniques provenant de l'environnement et des abominations biomécaniques servant d'ennemis. Bon, des os, pas des os, mais voici à nouveau un clip des Vierges de Fer. Voilà, un ennemi féminin typique de l'époque, tu lui tires dessus, tu sais pas si elle a mal ou si elle aime ça. Bon, le scénar pour le coup ça change pas, l'humanité est menacée par une race extraterrestre nommée les Strogg qui pervertissent leurs ennemis capturés en créant des cyborgs esclaves privés de toute volonté propre. Vous incarnez un simple soldat participant à un assaut désespéré de la planète Strogos. Oui, c'est un peu con, c'est comme si on avait appelé notre planète Humanos. Bon. L'assaut est un échec, les forces de l'humanité sont décimées avant même d'atterrir par une arme secrète, et il vous appartient en tant que survivant de détruire cette arme et d'éliminer le chef des Strogg, Macron. Ce que la nouvelle version du jeu apporte, ce sont des cinématiques refaites en haute résolution. Pas remasterisées depuis des fichiers d'époque, totalement refaites en partant de rien. C'est un régal de voir ces scènes dans une résolution qui fait pas pleurer du sang. Dans leur volonté de respecter l'esprit du jeu, Night Dive n'a apporté que peu de changements au gameplay. Alors il paraîtra peut-être un peu dépassé à certains, mais on trouve quand même quelques trouvailles intéressantes pour l'époque que l'histoire n'a bizarrement pas retenues. Déjà, la campagne n'est pas divisée en niveaux dont il faut juste atteindre la fin, mais en grandes zones non linéaires divisées en plusieurs sous-zones dans lesquelles vous devrez enchaîner des objectifs. Ça donne un peu de sens et de relief au monde. Ce monde n'est pas aussi immersif que dans un Half-Life, et les objectifs pas aussi travaillés que dans un GoldenEye, mais l'effort était assez remarquable pour un jeu résolument plus bourrin. Par contre, certaines sections sont un poil complexes et tentent à se ressembler. Se repérer et localiser les objectifs peut être un peu hasardeux, surtout qu'on n'a pas de carte et encore moins d'automates. C'est là qu'intervient le remaster pour sauver les égarés avec une boussole. Bon, non, ça s'appelle une boussole, mais c'est plutôt un GPS qui vous montre la route de l'objectif en cours avec des flèches vertes. Certains monstres aussi ont été un poil améliorés. Ils étaient déjà assez impressionnants pour l'époque. Ils peuvent ouvrir des portes, faire de belles esquives et vous traquent de manière assez intelligente. Ils ont quelques mouvements intéressants, dont des esquives et parfois différentes attaques autour desquelles il faut apprendre à jouer. Et c'est plutôt fun de s'adapter en temps réel à ce qu'on affronte. Le remaster approfondit un peu ça avec des mouvements additionnels pour quelques ennemis. Certains peuvent sauter pour vous rejoindre en contrebas, et celui-ci, un ennemi de corps à corps auparavant insignifiant, peut maintenant vous bondir dessus pour vous punir si vous le narguez d'un peu trop loin. De toute façon, le jeu à distance se développe assez tard dans le jeu, mais avec un des tout premiers railguns de l'histoire du jeu vidéo. Il est super fun, transperce vraiment tous les ennemis, mais à l'époque les développeurs ne comprenaient visiblement pas trop comment fonctionnait ce type d'arme. Ça fait des jolies spirales et des rayons laser dignes d'une boîte de nuit. Bon, ça reste cool, Le lance-grenade aussi est franchement cool. Un des meilleurs de tous les temps même. La physique des projectiles est juste parfaite pour tendre des pièges les plus vicieux en toute sécurité. Et ce truc peut stocker jusqu'à 100 munitions. Le minigun, lui, est monstrueusement puissant, mais compense ça en s'emballant très vite, ce qui fait gâcher des munitions et du temps, vous exposant en danger si vous gérez mal vos salves. Bref, je vais pas vous présenter toutes les armes, mais sachez qu'elles sont toutes très bien équilibrées, souvent avec des mécaniques intéressantes. Comme on est sur un FPS à l'ancienne, forcément on vous propose tout un tas de power-up, allant d'un soin au fameux quad damage. Ils sont placés dans un inventaire et vous les utilisez quand vous voulez. Le remaster ajoute même un menu radial qui ralentit le temps, assez nécessaire pour les joueurs au pad, mais aussi agréable au clavier. Côté durée de vie, Quake 2 n'est peut-être pas hyper long en soi, entre 8 et 9 heures,
Mais cette version a le bon goût d'intégrer aussi les deux extensions de l'époque de durée comparable. The Reckoning ajoute des armes et des ennemis assez oubliables et un level design classique mais vraiment propre, en dehors de quelques placards à ennemis discutables. Ground Zero est plus intéressant visuellement et ses ennemis et ses armes uniques sont plus fun, mais les combats sont parfois problématiques. Le développeur n'a pas toujours compris la fonction des ennemis et les place de façon parfois injuste, empêchant le joueur d'anticiper comme de réagir. Le level design est aussi de qualité très variable. Certaines suites d'objectifs à rallonge vous donnent des ordres vagues, du style « Désactiver le compresseur hydropneumatique dans la salle d'enfouissage des déchets invertébrés ». Quand toutes les salles et tous les interrupteurs se ressemblent, c'est un vrai plaisir. C'est pas compliqué, j'ai fait certaines sections en mode speedrun en abusant de la boussole, sinon je finissais pas cette extension. Ce remaster inclut aussi pour la première fois la version de la Nintendo 64, qui était construite de façon totalement différente du jeu PC. Ça dure 2 heures à tout casser et c'est une expérience plus condensée et un peu plus dure. Surtout dans les tout derniers niveaux où le jeu ne vous distribue plus que des munitions explosives pour affronter des ennemis de mêlée dans des couloirs. Et puis le boss de fin n'existe pas dans cette version. De même que plusieurs ennemis. Les niveaux sont pas très intéressants, les éclairages sont plus basiques et les textures sont au niveau de la console, donc des fois ça pique. Bon ok, cette version est assez moyenne, mais c'est quand même cool de l'avoir intégrée. Malheureusement, pas de version PlayStation en vue, mais c'était juste un portage simplifié du PC. Reste la grande nouveauté de ce remaster, Call of the Machine, créé par Machine Games, les créateurs des derniers Wolfenstein. Alors Machine Games arrive en 2023, ils ont pu se faire plaisir et proposer des niveaux à la géométrie plus avancés qui auraient mis à genoux les PC de 97. Les niveaux sont du coup les plus beaux jamais vus sur Quake 2 et offrent aussi des zones très clairement identifiables qui rendent la chasse aux objectifs limpide et fluide. C'est aussi l'occasion de créer de vastes arènes où affronter des hordes d'ennemis démesurés. Le level design est là aussi excellent, donnant aux joueurs la mobilité et les munitions nécessaires à ces batailles épiques. Voilà enfin l'opportunité rêvée d'utiliser à bon escient vos power-ups surpuissants et votre BFG 10 000. Machine Games change aussi un peu la structure du jeu. Chaque grand niveau proposé est en fait une mini-campagne dans laquelle le joueur repart de zéro et accumule armes et bonus à un rythme effréné. C'est un format vraiment fun où on enchaîne diverses courbes de progression en mode départ rapide. J'ai trouvé Call of the Machine aussi bon que le jeu de base, bien que très différent en termes de rythme. Bref, c'est un pack blindé à ras-bord que vous offre cette version, avec de la durée de vie à revendre. Mais c'est pas tout. Parce que si le solo de Quake 2 est très bon, c'est pas pour ça qu'il a le plus tourné à l'époque. Non, Quake 2 pour beaucoup de gens, c'est avant tout un multi frénétique, avec un gameplay basé sur la mobilité, les réflexes et une bonne connaissance des arènes. Ce sera même un modèle pour d'autres jeux multi qui arriveront plus tard. Alors qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? C'est clairement un produit de son temps. Et sans mécanique de progression, il y a fort à parier que peu de gens abreuvés à Overwatch ou tout autre hero shooter y trouvent son compte. C'est aussi probablement bien trop bourrin pour des fans de Call of Duty ou Battlefield. On ramasse une arme, on bute des gens, point barre. Le truc le plus complexe qu'on puisse faire, c'est capturer un drapeau de temps en temps. Les niveaux sont aussi assez basiques par rapport à ce qu'on verra dans Quake 3 ou Unreal Tournament 2 ans plus tard. Mais justement, la simplicité de se connecter, choisir un salon et sauter immédiatement dans une partie de pure violence, c'est tellement rafraîchissant par rapport à des expériences de multi modernes où la moindre partie peut mettre 5 minutes à se mettre en place entre les modes de jeu, les classes de perso, le matchmaking. Ici, pas de stratégie avancée, pas de méta, juste du fun et encore du fun. Enfin, ça c'est maintenant, un peu après la sortie du jeu, quand les joueurs de tout niveau jouent encore. À mon avis, dans un mois, quand resteront seulement les vieux fans de la première heure bien hardcore avec des centaines d'euros au compteur, ce sera beaucoup moins fun. Mais ça on n'y peut rien, c'est la nature du jeu compétitif sans matchmaking. Et puis il y a la question du peer-to-peer. Parce que Bethesda n'allait pas non plus consacrer des serveurs à un vieux jeu qui accueillerait une cinquantaine de briscards à tout casser dans un an. Du coup, si vous ne trouvez pas de salon proche de vous et que personne ne rejoint le vôtre,
bah vous pouvez tenter de jouer à ça avec un ping de 200 ou plus. Et bon courage, hein. Vous le savez peut-être, la préservation est un gros problème d'actualité dans le jeu vidéo. L'immense majorité des jeux est vouée à devenir totalement inaccessible, faute d'efforts réels des ayants droit pour les distribuer sous des formes compatibles avec le matériel moderne. id Software et Bethesda semblent sincèrement fiers de leur patrimoine, et s'attellent depuis quelques années à rendre leurs jeux classiques jouables pour tout le monde. Alors évidemment, ces projets portent la promesse de rentrées d'argent relativement faciles et rapides. Mais là où d'autres éditeurs nous servent des portages faits à la truelle et vendus à des tarifs parfaitement risibles, Bethesda nous propose un colis de magnifiquement remanié au tarif très honnête de 10 €. Et si vous possédez déjà l'ancienne version du jeu, alors elle a été gratuitement remplacée par cette nouvelle mouture dans votre bibliothèque. Franchement Bethesda, on n'est pas toujours d'accord avec vos décisions, mais sur votre offre rétro, pour l'instant, vous gérez pas mal. Sur ce, moi, je pars me noyer dans une mer d'étoiles, alors à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.